Mais bonjour à tous, on est live sur la cinquième édition du FEJA et aujourd'hui on est très 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 heureux parce qu'on a une personne d'exception aujourd'hui avec nous. On va discuter avec elle, essayer de comprendre un peu d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait et où est-ce qu'elle va. Donc je vais lui passer le micro. Sophia, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Sophia et je suis la fondatrice de la chaîne de bar Meltdown qui est donc dédiée à l'e-sport et aux jeux vidéo. Parfait, enchanté. Moi, c'est Sidik Bakayoko, je suis fondateur de Paradise Game qui a initié le festival de l'électronique et du jeu vidéo d'Abidjan, le FEJA. Alors, comme vous avez pu le voir depuis ce matin, on a essayé vraiment de parcourir un peu le monde du jeu vidéo et du e-sport avec des personnes d'exception. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Sophia avec nous. Donc, on va lui poser quelques petites questions. Alors, Sophia, raconte-nous un peu ta vie d'avant, avant le meltdown. Avant le Meltdown, alors moi j'ai commencé à entreprendre très jeune parce que j'avais 19 ans. Et donc avant le Meltdown, j'ai monté d'autres sociétés qui ont moins bien fonctionné, mais en tout cas je me suis essayée à plein de choses différentes. En rapport avec mes passions, c'est-à-dire le jeu vidéo, la musique, la photographie. Donc, c'est un peu autour de ces domaines-là que j'ai créé des sociétés. Et en fait, pendant le Meltdown, au moment de la création du Meltdown, je travaillais à mon compte pour des agences de publicité. Et pour moi, le Meltdown, ça devait être juste un petit projet, un petit bar sympa dont j'avais besoin, dont j'avais envie, en fait, pour moi-même et mes amis. Et on devait aller le samedi soir et ça devait pas aller beaucoup plus loin. Et voilà, donc ensuite, évidemment, ça a décollé beaucoup plus que ce que j'espérais, donc j'en suis ravie. Et ça va faire bientôt 10 ans maintenant, donc depuis 2012, que je m'occupe de Meltdown. Et explique-nous un peu en quoi est-ce que le concept est différent d'un bar normal? Meltdown, c'est vraiment un lieu de rencontre pour les gamers. Donc, c'est pas du tout comme un cybercafé où on va aller pour jouer aux jeux vidéo. Avant tout, c'est un endroit où on va pour rencontrer des personnes qui nous ressemblent, pour discuter, pour regarder des matchs d'e-sport ensemble. Donc, on a des télévisions sur lesquelles on retransmet toutes les grandes compétitions. On a évidemment une carte de boisson qui est sur les thèmes de jeux vidéo. On est ouvert que le soir, donc c'est vraiment un bar de nuit, un endroit où on sort entre amis après la fac ou après le travail. Et le jeu est presque, j'allais dire, accessoire dans le sens où on a des stations de jeu, des ordinateurs et des consoles qui sont accessibles, qui sont d'ailleurs gratuits, qui sont libres d'accès. Mais c'est vraiment plutôt quelque chose qu'on va faire comme ça dans la soirée, mais c'est pas du tout le point central. Le point central, c'est vraiment le rassemblement social entre gamers. Et aujourd'hui, si tu regardes un peu, vu que toi, tu as commencé quand même depuis un bon moment, quel est le sentiment que tu as sur l'évolution autour de la thématique du jeu vidéo, la perception que les gens ont du jeu vidéo? Toi qui es dedans depuis, voilà, tu m'as dit depuis 10 ans, le Meltdown déjà, quelle est un peu cette perception que tu as et comment est-ce Oui, qu'elle a évolué? effectivement, depuis 10 ans le Meltdown et puis depuis toute petite, en fait, le jeu vidéo, parce que moi, j'ai toujours été joueuse. Et en fait, quand moi, j'étais adolescente, donc il y a une vingtaine d'années, euh, on était un peu montrés du doigt, on était un peu les gens bizarres, en fait, ceux qui jouaient aux jeux vidéo, même aux jeux tout court, parce que je jouais beaucoup aussi à Magic, le jeu de cartes. Et donc, les geeks, c'était un peu les gens étranges qui se trouvaient entre eux à la récréation pour jouer à des choses étranges. Et aujourd'hui, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Aujourd'hui, si on a 12 ans et qu'on joue pas à Fortnite, en fait, on est un peu exclu, quoi. On est un peu... Donc, il y a vraiment un retournement de situation et aujourd'hui, tout le monde ou presque tout le monde est un petit peu gamer d'une manière ou d'une autre. Et à plus forte raison, depuis la pandémie et que tout le monde est resté un peu plus à la maison, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis à jouer aux jeux vidéo. Et c'est vrai que pour nous, il y a une vraie évolution parce qu'on voit qu'au départ, on était une clientèle vraiment de passionnés. On avait des gens qui se définissaient comme gamers. C'était un peu voilà la définition de qui ils sont. Et aujourd'hui, c'est plus tellement un mode de vie, c'est plutôt une partie de leur identité en fait. C'est plutôt à quoi tu joues plutôt que est-ce que tu joues. Voilà. Et aujourd'hui, quand tu regardes un peu toutes ces jeunes filles qui commencent aujourd'hui à jouer, quel est un peu le sentiment que tu as? Est-ce que tu penses que elles, ça va être plus facile pour elles, plus difficile pour elles, l'univers du gaming? Qu'est-ce que tu en penses? Pour être honnête, j'ai jamais eu de problème avec l'univers du gaming. Le fait d'être une femme, j'ai toujours été très très bien intégrée. Donc après, évidemment, en ligne, c'est toujours un peu plus délicat qu'en vrai, parce que quoi qu'il arrive, en ligne, les gens sont un peu plus, se défoulent un peu plus. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait beaucoup de d'IRL en fait, enfin de tournois physiques, des LAN, que ce soit, enfin voilà, sur différents jeux. Et en fait, dans la vraie vie, j'ai jamais eu de soucis. Et de la même manière, nous, dans les bars, quand on fait se rassembler des gens dans la vraie vie, on rencontre jamais de problème finalement vis-à-vis des filles. Au contraire, c'est très très inclusif. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a plus d'un tiers de notre population qui est féminine. Donc
je pense que ça va forcément devenir de plus en plus facile parce que les mentalités évoluent et parce qu'il y a de plus en plus de jeux aussi qui sont faits pour intégrer les femmes. Parce que c'est vrai qu'à la base, comme les jeux sont plutôt conçus pour un public masculin, on peut y retrouver beaucoup de stéréotypes, beaucoup de choses qui peut-être sont un peu, enfin excluent un petit peu les femmes. Et ça, c'est de moins en moins vrai. Donc, je pense que ça va aller dans le bon sens. Après, dans tous les cas, c'est sûr que sur Internet, que ce soit dans les jeux vidéo ou ailleurs, il y aura toujours des exceptions. Mais bon, ça, on fait ce qu'on peut pour se battre contre. Et écoute, je vais jouer un peu l'avocat du diable. Quelle est toi j'ai envie de dire ton approche ou ta manière de voir? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il faudrait créer une place plus importante pour que les femmes puissent être à l'aise et si tu veux, se lancer dans l'univers du jeu vidéo? Moi, je parle dans le cadre professionnel, hein, c'est-à-dire que se lancer dans l'univers du jeu vidéo pour travailler dans l'univers. Ou alors, tu es plutôt partisane du fait que, voilà, il y a égalité des chances, que chacun se batte pour avoir sa place. Plutôt dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire que je trouve ça presque discriminatoire en fait de créer par exemple des tournois exclusivement féminins plutôt que des tournois par niveau de jeu par exemple. Et de la même manière, en général, c'est vrai que moi j'ai tendance à pas tellement intervenir sur les sujets les femmes dans le jeu vidéo, etc. parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison. C'est un groupe de population qui a rien en commun à part son genre. Et c'est vrai que quoi les femmes dans le jeu vidéo, pourquoi pas les blonds dans le jeu vidéo? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc finalement, je pense que au contraire, effectivement, le fait de vouloir aider les femmes particulièrement plus que les hommes, ça donne un côté vous n'êtes pas capable d'y arriver par vous-même et c'est pas forcément positif. Donc ensuite, tout faire pour qu'elles ne soient pas exclues, c'est bien, mais les pousser davantage que les hommes, je vois pas tellement de raison. Et quand tu regardes, revenons un peu sur l'univers de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as eu plusieurs initiatives que tu as lancées, notamment le Meltdown. Quelle est aujourd'hui, si tu devais tu devais résumer ta vie entrepreneuriale en quelques lignes, qu'est-ce que tu as appris? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? En quelques lignes, c'est impossible. J'ai appris beaucoup de choses jusqu'à très récemment. Non, on continue d'apprendre énormément. C'est vrai que moi, quand j'ai approché l'entrepreneuriat, j'avais pas du tout la mentalité des levées de fonds, tout l'aspect financier en fait. Pour moi, même aller voir les banques, au final, je me disais, il faut que je me débrouille par moi-même, il faut que je trouve des manières, etc. Et ça me venait pas à l'esprit que des gens pouvaient avoir envie d'investir de l'argent sur des idées que je pouvais avoir. En plus, j'étais très jeune, donc j'avais pas forcément la légitimité pour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois qu'avec le recul, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des financements au début, c'est-à-dire que vous avez une super idée et puis une bonne manière aussi de la mettre en place parce que l'idée, ça suffit jamais. Vous avez un réseau, etc. Aller voir des investisseurs pour qu'ils misent sur votre projet, c'est beaucoup plus facile que de lancer d'abord votre projet et d'aller les voir ensuite. Parce qu'au final, vendre une idée et puis se faire conseiller sur une idée au départ, c'est mieux que d'avoir voilà pas une super réussite parce qu'évidemment sur fonds propres c'est jamais évident et d'aller voir ensuite des gens en disant j'ai besoin d'un peu plus d'argent, ça a pas trop marché. Non, ça c'est moins bien. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris effectivement. Il y a aussi sur les schémas d'association faire très très attention avec qui on s'associe et comment on rédige son pacte d'actionnaire. Donc ça paraît très très juridique, mais au final c'est extrêmement important parce que c'est comme un mariage finalement. Donc il faut savoir que souvent il y a des disputes, il faut avoir tout prévu en fait et que ça peut être vraiment finalement ça peut faire couler un projet, soit de s'associer avec les mauvaises personnes, soit de s'associer avec les bonnes personnes mais de se rendre compte qu'on n'a pas la même vision. Enfin il y a plein de pièges comme ça. Donc ça c'est des choses que j'avais pas forcément en tête dès le départ. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai beaucoup appris de ces erreurs-là. Et puis voilà, maintenant, il y a tellement d'aspects dans l'entrepreneuriat. Faut être prêt aussi à s'épuiser parce que c'est vraiment un travail de tous les jours, de toutes les heures, de tous les jours, donc pendant des années. Donc, faut aussi être prêt à ça. C'est aussi finalement assez peu de sécurité, mais dans l'autre sens, c'est pas insurmontable. C'est-à-dire que je vois des gens aussi qui ont très peur d'entreprendre parce qu'ils se disent il faut d'abord que je fasse mes preuves, il faut d'abord que j'ai plus de lignes sur mon CV ou alors j'ai pas assez d'argent ou bien et en fait tout ça c'est des idées reçues en fait avec beaucoup de volonté on y arrive. On arrive à se faire un réseau, ça c'est pas que par des connaissances ou du piston ou des choses comme ça. C'est vraiment se faire un réseau, c'est un métier. Hein, il faut travailler dessus, il faut l'entretenir aussi. C'est extrêmement important, quelle que soit la société, que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs. Et puis à partir de là, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas insurmontable. Ni l'argent, il y a rien qui est insurmontable. Et si tu regardes aujourd'hui, si tu devais donner des conseils, par exemple, là, tout de suite, tu parlais des personnes qui ont un peu peur de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui, tu devais dire à quelqu'un disons, toi, il y a 20 ans,
Qu'est-ce que tu lui dirais sur le parcours que la personne doit prendre? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment est-ce qu'il faut se préparer pour demain devenir fondatrice d'une société aussi successful que la tienne? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, n'y va pas toute seule. C'est bien d'être entouré parce qu'en fait, dans les moments difficiles, c'est énormément de pression. Au départ, c'est pas grave. Moi, j'adore résoudre les problèmes. Donc, c'est quelque chose, au contraire, c'est un challenge, c'est intéressant, on trouve des solutions. Mais en fait, quand il y a des périodes plus creuses, et je pense notamment là, la période Covid a été très difficile parce que forcément, tous les bars fermés, pas d'événementiel, enfin, tout était à l'arrêt. Et au final, on a à la fois, en tout cas dans mon cas, j'avais la responsabilité de mon entreprise, évidemment, j'ai envie que ça fonctionne, donc ça me tient à cœur. La responsabilité des employés qui travaillent pour moi et qui comptent sur moi. La responsabilité aussi du réseau de bars qui finalement nous a rejoints, donc pour qu'on les aide et pour une raison. Et en fait, tout ça, que ce soit sur les aspects vraiment juste du tous les jours, du nombre d'heures de travail dans la journée, l'aspect financier, les banques, enfin, il y a tellement de gens au final qui dépendent de vous que tout seul, il y a des moments où ça va être très très difficile. Donc, avoir des associés sur qui on peut compter, c'est toujours mieux. Et puis voilà, vraiment savoir aussi bien s'entourer si jamais vous avez des employés, des collaborateurs, etc. Ça, c'est très très important. Moi, j'aurais jamais réussi à traverser la période les 2 dernières années si j'étais pas bien entourée, que j'avais pas des super collaborateurs. Donc ça, c'est l'équipe est essentielle en fait. On a beau penser qu'on a les meilleures idées, etc., les meilleures, voilà, la meilleure force pour driver un projet. Au final, une seule personne n'arrive jamais très loin si elle ne sait pas s'appuyer sur les autres, quoi. Clairement, clairement, clairement. Et aujourd'hui, le Meltdown, c'est combien de pays? Aujourd'hui, on est dans 7 pays, on a 21 bars, et puis on a quelques ouvertures encore prévues, donc le but c'est d'aller encore un petit peu plus loin. Et c'est quoi la vision dans 5 ans ou même dans 10 ans? La vision dans 5 ans, idéalement, c'est qu'on a des centaines de bars un petit peu partout, et puis d'être vraiment la référence, le lieu de rencontre, voilà, des gamers. Donc, d'ailleurs, si des personnes qui nous écoutent sont intéressées aussi à ouvrir des bars Meltdown, nous on accompagne les gens, en fait, les porteurs de projets. Donc tous les bars Meltdown sont indépendants finalement, et nous on va venir leur apporter un service autour de la marque, autour des événements, autour des partenariats, etc. Et donc chacun est capable d'ouvrir son propre bar Meltdown. Donc ça, c'est possible. Alors pour terminer, hein, quand on parle aujourd'hui du gaming et de toutes ces personnes-là qui s'intéressent à l'univers du gaming, quel serait le conseil que tu aurais pour eux en termes de ce sur quoi il faut aller? Est-ce qu'il faut se lancer plutôt dans la création de contenu? Il faut se lancer dans la création de jeux vidéo? Il faut se lancer dans le streaming? Enfin, je sais pas. Toi, selon toi aujourd'hui, quelqu'un qui aimerait se lancer dans cet univers aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devrait, dans quelle direction est-ce qu'il devrait aller? Si je le savais, je le ferais. Je dirais déjà pas sur les plateformes de coaching. Ça, en fait, quand on reçoit des idées de projet, on a un projet sur 3 environ qui est une plateforme de coaching. Bizarrement, il n'y en a aucune qui fonctionne correctement. Donc, je dirais oublier cette idée-là. Voilà. Non, je pense que aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'il y a tellement de choses qui ont déjà été faites que c'est pas forcément l'idée qui va compter le plus, c'est un peu la réalisation. Je pense que par exemple, on prend Twitch. Bon, c'était pas les premiers à faire une plateforme de streaming, mais ils ont eu d'autres facteurs qui ont fait que c'est eux qui ont réussi. Ça peut être des facteurs communautaires, ça peut être du réseau, ça peut être de l'investissement, ça peut être plein de choses. Et donc, au final, ça nous apprend 2 choses. Ça nous apprend que c'est pas parce qu'il existe déjà d'autres entreprises sur le secteur qu'il n'y a pas quand même une place pour vous. Et la deuxième, c'est que l'idée n'est pas suffisante. Donc, au final, je pense que le plus important, c'est de partir d'un besoin au lieu d'une idée. Plutôt que de se dire j'ai une idée géniale, je vais faire tel projet, si personne n'a envie d'acheter le projet ou de participer au projet, ça ne marchera pas, même si l'idée de base peut paraître super intéressante. Donc c'est vraiment de voir si le besoin auquel répond le projet est partagé par beaucoup ou non. Moi, typiquement, quand j'ai créé Meltdown, je le savais pas parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment un projet personnel. Mais au moment où il a ouvert, je me suis rendu compte que ce besoin, moi, que j'avais de me réunir dans la vraie vie avec d'autres gamers, était vraiment partagé par des centaines de milliers de personnes à travers le monde, voire des millions de personnes. Ça a été une surprise, mais une bonne surprise. C'est-à-dire que je pense que c'est grâce à ça que ce projet, à contrario des autres que j'ai pu avoir avant, a vraiment fonctionné. Parce qu'avant, c'était plutôt, tiens, j'ai une super idée, je vais faire des glaces aux légumes. Et en fait, si personne ne pense que les glaces aux légumes, c'est bon, mais au final, ça va pas marcher. Même si c'est novateur, même si personne d'autre le fait. Donc voilà, ne pas hésiter et puis surtout vraiment travailler son réseau. Je reviens dessus parce que c'est un point extrêmement important.
se rendre sur tous les événements, distribuer des cartes de visite, les redistribuer parce que les personnes se souviendront pas de vous. Enfin, vraiment, voilà, à l'infini, continuer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et au final, nous, on le voit, il y a des gens qui vraiment qui étaient pas du tout connectés, qui connaissaient personne. Et en fait, au fur et à mesure des années, on les voit revenir sur les événements. On sait qu'on les a déjà vus. Et au final, ils finissent par faire partie du paysage et avoir leur place, quoi, même si à la base, ils partaient vraiment de zéro. Donc, c'est un des meilleurs moyens de faire avancer votre projet. Et une autre manière aussi, c'est d'aller contacter des mentors en quelque sorte, donc des personnes déjà expérimentées dans l'industrie que vous visez, donc que ce soit le jeu vidéo, que ce soit l'e-sport ou voilà, en fonction de ce que vous essayez de faire, et de voir s'ils seraient prêts à vous conseiller ou à faire partie de ce qu'on appelle un board, donc une sorte de comité au sein de votre entreprise pour donner des conseils et puis pour vous aider un peu à avancer. Parce qu'au final, ces personnes-là, non seulement vont pouvoir partager leur expérience, mais en plus vont pouvoir partager aussi leur connexion. Et voilà, donc à défaut de financement, c'est déjà une bonne manière de pouvoir avancer. Et, bon, il faut avoir un projet bien construit, il faut venir les voir avec déjà quelque chose qui existe. Mais en tout cas, c'est une bonne manière d'avancer. Écoute, Sophia, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Ça a été un moment passionnant. J'espère qu'il va inspirer beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le jeu vidéo, que ce soit des femmes ou pas des femmes. En tout cas, écoute, merci Avec beaucoup grand d'avoir pris plaisir. le temps de parler avec nous. Et puis, franchement, on sera heureux de te revoir dans un bar Meltdown bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Allez, merci. Au revoir. Au revoir.